Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Kalsoum sur Sud Radio, la célèbre diva égyptienne André Berkoff, 50 ans après sa mort, eh bien sa légende perdure. Elle reste la voix qui guide et réunit tout le monde arabe, André Berkoff. Non seulement cela, vous savez, moi j'ai vécu, comme vous savez, ma jeunesse au Liban, mon enfance et ma jeunesse au Liban. Et je me rappelle au Liban, je ne parle pas de l'Égypte où est née et a grandi Kalsoum, mais au Liban. J'avais 2 amis, je me rappelle, les jeudis, quand elle chantait une fois par mois à la radio égyptienne en direct. Eh bien, ils se mettaient en pyjama, ils prenaient leur chicha, vous savez, ils disaient « Attention, vous ne me dérangez pas, pas de téléphone, pas de rien, j'écoute Kalsoum ». C'était dans le monde arabe entier, c'était extraordinaire. Et je dois rappeler un souvenir personnel quand même, parce que je me rappelle comme si c'était hier. Oh, ça devait être dans les années, que je ne dise pas, 65, 60 comme ça. Elle est venue chanter à Baalbek. Vous savez, Baalbek, ce sont les temples romains, les plus beaux temples romains. D'ailleurs, ils sont plus beaux que ceux de Rome. Ils sont extraordinaires d'ailleurs et ils sont toujours là, heureusement, malgré les bombardements, malgré tout cela. Elle est venue chanter. Et je me rappelle toujours, elle a chanté de 19h à 4h du matin, avec 2 interruptions. Elle a chanté pendant 7 heures, avec 2 interruptions. Et je me rappellerai toujours que les gens, que les soldats qui étaient là pour assurer le service d'ordre, avaient mis leurs fusils et pleuraient. Je me rappelle des Koweïtiens qui déchiraient leur voix en criant « Souma, Souma ». C'est-à-dire qu'il y avait une ferveur avec cette chanteuse, cette diva, que je n'ai jamais vue nulle part. Qu'on pourrait on peut pas comparer avec Édith Piaf, mais je veux dire, c'était une ferveur populaire qui couvrait tout le monde arabe, le Moyen-Orient, de façon incroyable. Et c'est vrai qu'elle a été, et c'est très très bien qu'Isabelle Sayabodis, à l'occasion de réédite ce livre qu'elle avait écrit, c'est Étoile de l'Orient, parce que c'est un... Lisez-le, vraiment lisez-le, et lisez-le en écoutant Kalsoum, vous allez voir, même si vous ne connaissez pas bien la musique arabe et la chanson arabe, vous allez adorer. Et oui, l'histoire Kalsoum, celle d'une petite paysanne illettrée du delta du Nil devenue l'étoile de l'Orient, eh bien on va vous la raconter dans un instant sur Sud Radio avec l'une de ses biographes, la journaliste Isabelle Sayabodis. Alors restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Kalsoum, l'étoile de l'Orient, André Berkoff. On va en parler aujourd'hui sur Sud Radio. L'étoile de l'Orient, c'est le titre aussi de la biographie que vous avez écrite sur cette diva du monde arabe, Isabelle Sayabodis. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, votre livre est paru hier donc aux éditions Lithos. Sa vie est digne des plus beaux contes orientaux. Comment la destinée de cette petite paysanne du delta du Nil a-t-elle commencé et surtout dans quelles circonstances est-elle née? En 1904, c'est l'année présumée de sa naissance. Oui, alors Kalsoum, c'est des histoires... oui, on peut dire des histoires de contes de fées. Donc elle naît au début du siècle, elle a 2 ou 3 dates de naissance, mais ça c'est assez normal puisque l'état civil n'était pas très établi, mais déjà il y a un début de légende. Et elle naît pauvre, paysanne, dans le delta du Nil, avec un père imam, c'est-à-dire un officier du culte. Religieux, enfin religieux. C'est ça, oui. Religieux. Donc, si vous voulez, elle naît avec beaucoup de handicap. Et grâce à la prévoyance de sa mère, qui la pousse et qui la suit et qui la laisse aller à l'école. Pardon Isabelle, famille très pauvre, vraiment. Très pauvre. Loin du Caire, c'était où à peu près? Oui, c'était dans le delta. Dans le delta, C'était dans le delta. C'était dans le delta, donc elle ramassait le coton, elles étaient pauvres. La grand-mère lui fabriquait des poupées avec des restes de vieilles robes et en se coupant les cheveux. Oui. Mais dès sa naissance, vous le racontez, ses parents sont persuadés qu'elle est investie d'une mission divine. Pourquoi? Expliquez-nous.
Parce qu'elle naît dans une nuit magique, elle naît la nuit du destin, c'est-à-dire la nuit où Gabriel serait descendu pour donner le Coran à Muhammad. Donc évidemment, dans cette famille très pieuse, ils y voient déjà un premier signe. Et puis cette petite fille a la mère est sûre de son intelligence et surtout la mère a repéré qu'elle avait une voix d'or. Alors, la voix, évidemment, on chante beaucoup dans le monde arabe, dans les maisons arabes, et en particulier chez cet imam, puisque en fait, le Coran aussi se chante. La psalmodie, c'est un chant. Et la mère pousse beaucoup le père à ce que la petite fille puisse aller à l'école coranique, qui était la seule école qui existait à cette époque. Et c'est vrai que sa maman voulait absolument qu'elle soit la plus instruite du village. Bien sûr. À l'époque, il n'y a que les garçons qui allaient à l'école. Bien sûr. Donc elle réussit à avoir cette instruction et réussit surtout à avoir cette école déjà de chant, puisque en fait, on chante, on chante, on psalmodie, on répète, jamais sur la même tonalité. Et en fait, c'est ce qu'elle fera sublimement bien tout au long de sa vie après. Et oui. Et à 16 ans, effectivement, donc, pour son village et ses environs, elle est le rossignol du Delta. Les juges, les nobles et les marchands lui réclament d'animer des mariages ou des fêtes religieuses. Écrivez-vous, qui est ce tchèque qui va faire basculer son destin ? Alors en fait, la famille est pauvre, mais comme le père est imam, si vous voulez, pour arrondir ses fins de mois, il officie les fêtes religieuses, c'est-à-dire il va avec son petit groupe, c'est-à-dire son fils, et chanter pour les circoncisions, pour la fête du prophète. Ils animent des cérémonies religieuses. Pour le Ramadan, pour les Eid, pour les Haïd, voilà. Donc ils animent des cérémonies religieuses. Alors elle, sa mère avait entendu sa voix. Le père s'est laissé convaincre aussi, mais évidemment, pudeur oblige. La petite fille n'est pas habillée en petite fille, mais habillée en petit garçon. Donc en fait, le père va avec son fils et sa fille habillés de la même façon, c'est-à-dire avec une djellaba et un kéfier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien de leur sexe. De leur sexe, oui. Et puis, évidemment, donc le début de la légende et de l'histoire, le conte de fées continue, c'est que lors d'une cérémonie religieuse, elle est repérée par un shir, qui est un shir fort célèbre à l'époque, et qui demande au père, en disant « Votre petite a une voix d'or, ne la laissez pas au fond de sa campagne. Moi, je suis chef d'une lignée musicale. Confiez-la moi, ou venez avec elle. Je pourrai parfaire son éducation de chant. Ne la laissez pas là. » Et toujours grâce à l'extrême ouverture de ces gens, donc pauvres, peu instruits et tout, le père, aidé par la mère aussi, qui a beaucoup fait pour sa fille, donc accepte que ce petit trio parte s'installer au Caire, c'est-à-dire la ville, la grande ville, la donc capitale. C'est au Caire qu'elle va apprendre la musique, la poésie, et ce tchèque, je ne sais pas comment c'est, excusez-moi, ce chef. Il l'a choisi comme unique héritière de son art, à savoir ce qu'on appelle le chant profane. Cette discipline à l'époque, il faut savoir, elle était surtout pratiquée par les hommes, André, et à cette époque, le roi incontesté de cet art était Saïd Darwish. استعجبوا يا فندية اللتر الجاز بروبية. Et oui, alors Saïd Darwish meurt, André Berkoff, le 15 septembre 1923 au Caire. Ce jour est celui de l'arrivée d'Oum Kalsoum, donc dans la capitale. Et donc selon, effectivement, donc celui elle a 21 ans, elle a 20 ans, 21 ans. C'est ça. Selon celui qui deviendra son maître, en quelque sorte, eh bien, c'est un signe du destin. Il faut donc qu'elle reprenne le flambeau, c'est ça, oui, Isabelle. C'est ça. Ouais. Alors, Saïd Darwish incarne vraiment cette âme égyptienne qui vit dans il faut replacer le contexte historique. C'est-à-dire que c'est un pays sous domination britannique. C'est un pays qui souffre, c'est un pays pauvre.
Et c'est un pays qui chante, parce que le chant, c'est facile, ça appartient à tout le monde. Bon, bien sûr. Et et on peut lutter en chantant et en si vous voulez, en appuyant sur l'âme égyptienne. On sait comment le blues est né chez les esclaves de Tout à la fait, Nouvelle-Orléans et autres. C'est un chant de résistance et c'est aussi un chant de révolte, parce que les Égyptiens aimeraient bien aussi reprendre leur destin en main. Donc, Mais quel rôle elle joue là, dans cette... c'est un catalyseur, c'est quoi? C'est un catalyseur, parce que, si vous voulez, déjà, c'est une première conscience de l'âme égyptienne qui dit on est égyptien, mais on est sous domination, on pourrait exister par nous-mêmes, quoi. On est oppressé, on pourrait exister. Et elle, évidemment, commence à épouser, donc elle a une éducation très religieuse, mais elle sent aussi l'âme de son pays qui demande quand même à plus de liberté. Mais elle chante où? Elle chante comment à ce moment-là, quand Alors, elle est au Caire? elle commence à chanter dans des théâtres, elle chante des chants, elle commence à chanter des chants religieux, toujours habillée en homme. Toujours habillée en homme. Toujours habillée en homme. Et son père lui a imposé ce costume très longtemps. Expliquez-nous pour quelle raison exactement. Si vous voulez, c'est la pudeur. Bon, nous sommes dans les années 20 en Égypte, dans un milieu très pauvre. Donc, si vous voulez, évidemment, les femmes étaient habillées. La pudeur est une vertu obligatoire. Mais il y avait le voile, elles étaient voilées. Non, elle avait un kéfier. Un kéfier, vous voyez là dans les premières images, elle avait un kéfier. Donc, si vous voulez, elle arrive au Caire d'une façon un peu austère, alors que le Caire aussi est à une époque d'explosion de la musique dite grivoise. Oui, avec les fameuses coquettes, les coquettes et les chants d'amour, effectivement. Les chants d'amour. Donc elle se démarque de ces chants-là, mais si vous voulez, elle sent qu'elle est un peu décalée. Et quand elle commence à prendre un peu d'autonomie, et quand elle commence à prendre sa vie en main, elle dit maintenant, je peux jeter mon costume d'homme, tout en restant modeste, pudique, campagnarde et tout ça, mais je peux prendre mon destin en main. En fait, dès qu'elle commence à être dégrossie au Caire et plus instruite en côtoyant des écrivains, des artistes et tout, elle dit « je sais rester moi-même ». Et oui, et vous le racontez effectivement, dès son premier concert, eh bien elle va se métamorphoser, et pour la première fois de sa vie, elle portera donc une robe en soie, elle enlèvera donc son kéfier, mais en revanche, elle refusera de se montrer tête nue devant son père. Oui. Bon, alors ça, c'est le père était évidemment très très pieux, donc il tenait à des règles, et il lui a appris peut-être cette pudeur ou cette maîtrise de soi-même qu'elle continuera. Elle maîtrisait complètement sa communication. Elle voulait pas qu'on la photographie dans sa vie privée. Et on dit, ou les observateurs pensent que tout ça décline aussi d'une façon dont elle a posé un peu le star system, quoi. Si vous voulez, cette pudeur et cette façon de maîtriser sa communication ont fait que les observateurs ont dit elle a inventé le star system, parce qu'elle était pudique, elle maîtrisait ses photos. Le star system à l'oriental. À l'oriental, oui. Avec quand même une intelligence folle, c'est-à-dire qu'elle maîtrisait tout, elle donnait des rendez-vous, elle se faisait rare, elle se faisait désirer. Je connais bien. Elle ne donnait pas des interviews à tout le monde pas comme du ça. tout, pas du tout. Elle ne parlait pas. Et au départ, elle ne supportait pas d'être photographiée. La première fois qu'elle a été photographiée dans la presse, vous racontez une scène où toute sa famille est bouleversée. L'impresario les retrouve en larmes. Oui, parce que vous savez que le père dit l'honneur de notre famille est sali. Oui, parce que les photos, évidemment, ça peut vouloir dire qu'on prend votre être intime. Donc, c'est pas une famille qui aimait beaucoup, contrairement à tout ce milieu du Caire de l'époque
où les chanteuses se montraient, se dénudaient, chantaient, s'affichaient. Elle, c'est tout le contraire de ça. Mais elle comprend aussi qu'elle peut jouer sur un autre registre en étant elle-même et en chantant des chants peut-être plus profonds, plus longs aussi. En fait, les chanteuses de l'époque chantaient des chants courts, tandis qu'elle lance cette mode d'un chant typiquement masculin. Attends, d'où ça vient ? Non, alors justement, parce que ça a été toujours la caractéristique d'Oum Kulsoum, d'où ça vient ce culte. Alors c'est vrai que la chanson arabe est souvent c'est très long, on prend le temps, mais elle, c'est pas long, c'est presque un marathon. Il y a des chansons qui durent 1 heure. Ah oui, une heure bien, ou 1 heure et même plus. 1 heure et bien, même plus. Donc il y a le prélude. D'où ça vient ? C'est l'école du chant masculin. Donc si vous voulez, il y a le prélude, après il y a les chants, il y a les répétitions. Et évidemment, son art suprême, c'était de pouvoir faire durer, donc de répéter, pour amener à ce qu'elle a porté très haut, ce qu'on appelle le tarab, c'est-à-dire l'extase musicale, qui est une de ses spécialités, si vous voulez, qui est peut-être comparable à l'extase soufie. Au chant, ce chant. Oui, derviche tourneur. C'est ça. Ou le duende du flamenco espagnol. Complètement, c'est le duende. C'est le duende. Le tarab ou le duende, c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut s'enivrer par la musique. Et donc elle excellait dans cet art-là. Et le fait que ça peut durer, et ça peut durer, et ça peut durer. Évidemment, on tourne, on s'enivre, on répète. Évidemment, c'est l'extase musicale. Évidemment, ces chants menaient à cette extase. Et oui, et pendant ces concerts, certains même de ces femmes étaient en transe totale. Et certains lui disaient, voulaient absolument embrasser ses pieds. Elle était devenue... elle a très vite été adulée. Peut-être parce qu'elle avait une autorité très forte, qu'elle a changé un peu le genre de la musicologie. Elle l'a révolutionné totalement, la musique du monde arabe à l'époque. Et qu'elle s'est emparée aussi de tous les thèmes cruciaux de ce monde-là, c'est-à-dire du nationalisme, de la liberté, du féminisme. Tout en étant dans la tradition. Dans la tradition. Important. Juste un mot, parce que là, on est en train d'aller un peu vite. Comment elle a été connue ? C'est-à-dire comment, vous parlez du Caire, elle est arrivée au Caire, mais qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que c'est la radio ? Comment elle a eu que la notoriété ? Comment ça s'est passé de passer, de ce cher qui s'occupe d'elle à... Alors, elle a été connue... grâce aux gens qui l'ont portée, c'est-à-dire qu'elle a connu très vite Ahmed Rami, qui est un grand compositeur, les grands poètes, qui lui a voué sa vie et qui lui a écrit presque la majorité de ses chansons. Grand poète égyptien, Ahmed Rami. Elle était sa muse. Elle était complètement sa muse. Et elle était aussi par Kassabgi, son musicien. Donc, si vous voulez, elle a été portée par ces poètes et ces musiciens de génie. Et puis après, il y a eu évidemment ce média magique dont elle s'est servie, emparée, qu'elle a amplifié, la radio, et qui est devenue, qui s'appelle La Voix des Arabes, étant elle-même considérée comme la voix des Arabes. Et tout de suite, elle a senti, si vous voulez, qu'elle pouvait passer avec son background très égyptien, paysan, pieux, respectueux, mais qu'elle pouvait porter autre chose. Et si vous voulez, c'est là où on voit son intelligence absolue, c'est que elle a senti qu'elle était à une période pivot, puisque c'était une effervescence aussi des technologies, on sentait une effervescence nationaliste, on sentait ce mouvement féministe, et qu'elle a pris tout ça, et quelque part, elle a incarné tout ça
et elle l'a transcendé. Et oui, et elle s'est emparée, il faut recontextualiser, effectivement, elle s'est emparée de ce média. On est en 1933, André Berkoff. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a continué ses récitals à la radio. Les soldats lui ont été très reconnaissants. Oui, Ouais. alors, si vous voulez, les soldats, c'est un peu plus tard. Les soldats, c'est le premier conflit israélo-arabe et le début des officiers libres. Donc, si vous voulez, les soldats... Mais elle régnait déjà sur la radio avant c'est-à-dire la radio, la rencontre, la radio et Bien Oum sûr. Kulsoum. Bien sûr. Bon, la Bien voix sûr. des Arabes, 1933, saute ouais. la Bien arabe. sûr, bien Ça, sûr. c'est dans les années 30. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Bon, à ce moment-là, donc, elle règne. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de civilisation, de culture et autres. Est-ce que, sans être féministe, vous parlez de féminisme, mais elle a fait qu'elle était considérée, elle avait ôté ses habits de garçon, mais est-ce que le rôle de la femme, sans exagérer, a été un peu changé par le fait où elle était chanteuse et donc ça n'a rien à voir avec la vision qu'on peut avoir de la femme en Égypte à l'époque? Alors, si vous voulez, à cette époque-là, ce que tout le monde a absolument oublié, naît un mouvement de féminisme arabe. C'est-à-dire qu'il y a des penseurs, il y a des penseurs, il y a un homme qui écrit la femme nouvelle qui s'appelle Cassid Amin, et après c'est porté par des femmes. Il y a des femmes qui disent mais quand même on existe, on peut être utile, on est instruite. Les femmes commencent à monter des journaux, elles investissent beaucoup le monde de la presse. Rosal Youssef, Oda Sharawi, elles montent des réunions, des cercles littéraires. Et elle pense que le voile, par exemple, est aussi une prison, et elle commence à réagir et à se révolter contre ça. Oui. Et si vous voulez, il y a cette scène absolument incroyable où elles prennent un bateau et elles jettent leur voile à la mer. Et si vous voulez, Kulsoum était dans cette mouvance. Elle sentait que les femmes pouvaient jouer un rôle, et elle sentait qu'elle avait déjà un rôle dans cette lignée musicale, et elle se dit on peut additionner toutes ces forces vives, ces forces de nationalisme, d'égyptienne, de féminisme. On peut faire la synthèse de tout ça. Et elle a essayé d'être cette synthèse. Elle a essayé d'être cette Et en synthèse. 50 ans de carrière, eh bien, on peut dire qu'elle a accompagné tous les bouleversements égyptiens du XXe siècle, du protectorat britannique à la nationalisation du canal de Suez par le colonel Nasser. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec Isabelle Sayabodis. Alors reste avec nous. Sud Radio. Kulsoum sur Sud Radio, 50 ans après sa mort, sa voix est toujours célébrée dans le monde arabe. Son destin incroyable, on en parle avec vous, Isabelle Sayabodis. Vous êtes l'une de ses biographes et vous publiez aux éditions Lithos, Kulsoum, l'étoile de l'Orient. Alors après la Seconde Guerre mondiale, tous les pays membres de la Ligue arabe la réclament, notamment la Syrie, l'Irak et le Liban. À l'époque, elle dira à ses proches, mes concerts ressemblent de plus en plus à des réunions politiques. Défendre son pays contre la domination étrangère et insuffler de la force aux plus faibles étaient vraiment ses principaux objectifs à l'époque, Isabelle Sayabodis. Oui, je pense que après sa période très classique, religieuse, elle sent que c'était une femme de combat. Elle sent que son combat est maintenant un combat nationaliste. Donc, elle chante l'Égypte, mais aussi elle sent qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que l'Égypte, c'est la nation arabe, qui était une notion qui n'était pas encore très posée.
et qui va arriver avec celui qui va faire d'elle son alter ego, qui va être Nasser, quoi. Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Qui Nasser. était le symbole du nationalisme arabe. À l'époque, c'était le nationalisme arabe. Bien sûr, effectivement. le panarabisme, le nationalisme. Nasser, arabe. il faut le rappeler, le 23 juillet 1952, eh bien, il renverse la monarchie en Égypte et restaure la pleine indépendance donc du pays après 70 ans de tutelle britannique. À l'époque, elle a été censurée à la radio alors qu'elle voulait donner un grand concert pour effectivement cette révolution. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Alors vous savez, après les révolutions, je pense qu'il y a toujours des mouvements un peu extrémistes. C'est-à-dire que les gens qui ont pris la radio se sont dit, elle avait chanté aussi du temps des rois, donc on va l'interdire. Mais simplement, ils avaient oublié qu'elle avait été très patriote elle-même et qu'elle avait aussi comme appui Nasser. Donc Nasser a immédiatement appelé... Et Neguib avant lui. Et le Neguib, colonel Neguib bien qui a sûr. initié la Bien sûr. révolution des Bien officiers. sûr. Oui. Bien sûr. Et donc Nasser a appelé la direction de la radio en leur disant vous la censurez, mais est-ce que le soleil ne se levait pas aussi avant et en fait, elle a chanté les gouvernants d'Égypte, tout en chantant l'Égypte, quoi. Parce qu'elle a chanté aussi, elle a appuyé tous les mouvements nationalistes. Donc, si vous voulez, c'était presque un mauvais procès. Et elle a été évidemment très vite rétablie. Et avec Nasser va commencer une ère où elle va, en plus d'être chanteuse, actrice, on n'a pas parlé de ce média aussi. Oui, elle a tourné plusieurs films. Dont elle va sentir l'opportunité aussi. C'est une femme qui sent que tout ce qui rapproche est utile. Donc, si vous voulez, elle se sert de tous les nouveaux médias. Ce qui est étonnant pour une paysanne qui avait pas c'est-à-dire qu'elle a un sens et une intelligence folle. Donc, elle prend tous ces médias et avec Nasser, elle prend une autre dimension, c'est-à-dire qu'elle devient l'alter ego de Nasser. Parce que Nasser, effectivement, l'a considérée en quelque sorte comme la première dame de l'Égypte. Bon, pour résumer la situation, et elle va vraiment se battre à ses côtés. La voix des Arabes, c'est elle qui chante. Elle chante, elle l'appuie, elle chante. Il sent que c'est un faire-valoir incroyable. Il dit que les premières luttes, ils étaient avec leurs transistors et ils se donnaient de la force en l'écoutant. Donc chacun va grandir l'autre et s'appuyer. Mais évidemment, elle a un rôle... Quelles actions elle a soutenues justement aux côtés de Nasser? Elle a soutenu déjà son arrivée au pouvoir, donc c'est-à-dire l'indépendance. La première fois que l'Égypte était dirigée par un Égyptien depuis il y avait les rois quand même, Isabelle Baudis. Oui, mais le qui roi n'était pas Farouk et tout ça. mais qui n'était pas égyptien. Non, ils n'étaient pas égyptiens, ils étaient pas d'origine égyptienne. Tandis que là, c'est le peuple, c'est le peuple égyptien. Donc les généraux sont beaucoup plus, l'incarnation du peuple. Bien sûr. Et puis, lui, c'était un Égyptien. Donc, ils vont s'appuyer et en fait, elle va chanter une chanson qui va devenir l'hymne national et elle va appuyer toutes les réformes qu'il va faire. C'est-à-dire que la nationalisation du canal de Suez, elle va le chanter. Le barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan, elle va le chanter. Si vous voulez, elle va accompagner tous ces mouvements, les mouvements initiés par Nasser. Indépendantistes, etc. Oui, c'est ça. À une époque, vous le dites, il a fallu qu'elle soit protégée, notamment quand elle a chanté pour le Conseil, devant les membres du Conseil de la Révolution. Qui l'a menacée à l'époque? Les Anglais, c'est ça? Oui, ça c'est oui, il y avait toujours. Alors là, on repart un peu en arrière. Oui, elle était considérée comme subversive, quoi. Donc, comme elle avait un chant nationaliste, mais si vous voulez, là, du temps de Nasser, elle accompagne, elle chante.
Elle fait des tournées dans tout le monde arabe, puisque Nasser essaye de lancer ces 7 nations arabes qu'elle va porter partout. Elle fait des tournées. Elle continue de demander aux femmes de participer à l'effort du pays et du monde, de travailler. Et je voudrais dire quelque chose là-dessus, où là c'est très important, c'est que Kulthum, c'était le nationalisme arabe, égyptien d'abord, évidemment arabe ensuite, et pas l'intégrisme, et pas l'islamisme. Mais pas du en tout. tout cas, elle n'était pas là-dedans. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça, on ne parle que des intégrismes, et à raison d'ailleurs, et des dangers des intégrismes, quels qu'ils soient. Mais on ne dit pas que justement, il y a cette autre face du monde arabe, qui est le chant, qui est la danse, qui est la promotion aussi, et que cette femme a incarné. C'est-à-dire, on n'était pas autant des extrémistes et des intégrismes. Non, elle était, c'est important de le redire. Elle était pour le mouvement, pour l'affirmation. Évidemment, quand on a été sous domination, on a envie de se libérer. Bien et sûr. elle a porté toutes ces évolutions, quoi. C'est-à-dire d'être libre, de participer à l'effort du pays, de voter. Il y a eu le droit de vote qui a été accordé aux femmes. Et tout en C'est étant... de quand, ça ? C'est de cette époque-là ? Je crois qu'il l'a fait en 53. Je crois que... à l'éducation, parce que elle à l'éducation. C'est important de rappeler ça. Et de se servir sans se renier de tout ce que le monde moderne, donc le monde, pouvait vous apporter, tout en restant soi-même. C'est très joli de dire ça. Parce que on peut rester croyante, Soi-même, bien sûr. Soi-même, sans Identité ouverte, pas identité fermée. Évidemment. Et elle a su complètement l'incarner, tout en étant un modèle de pudeur, de piété, d'égyptianité entre guillemets. Mais elle s'est mariée, dites-moi. Elle s'est mariée. Très tardivement. C'était pas pour elle, disait-elle. Elle s'est mariée très tardivement. Alors évidemment, on peut se dire pourquoi. Ouais. C'était pas du tout la tradition. Puisque c'était la fiancée de l'Égypte. Hein. C'était la fiancée du monde arabe. Et oui. qu'elle était quand même, elle avait un statut de chef. Elle était chef d'une lignée musicale. Elle régnait déjà. On l'appelait la Zaïma. On l'appelait la Zaïma, Voilà, qui est chef, quand même un titre qu'on donne rarement aux femmes. Elle était chef. Donc, si vous voulez, je pense qu'elle a connu l'amour pour si bien le chanter, et elle s'est mariée. Elle avait beaucoup d'humour, donc elle s'est mariée assez tardivement à son médecin, et elle disait, quand on a montré sa fesse à un médecin, on peut bien l'épouser. C'est assez joli ça. Juste Céline, je voudrais quand même dire par rapport à Zaïma, c'est la très belle préface que vous avez écrite Omar Sherif il y a de ça quelques années. Omar Sharif, égyptien, très grand acteur, qui est international. Enfin, on va pas présenter Omar Sharif. Il disait, je l'ai rencontré parfois avec ma femme, Fatel Hamama, autre immense chanteuse égyptienne, Actrice. chez elle, rue Aboul Fida. Actrice, oui, et chanteuse aussi. Il dit, ce n'était plus la Zaïma, la chef, qui recevait, c'était l'égyptienne, la femme du peuple, instinctive, pudique, drôle et moqueuse. Elle était double. On ne se souvient que de la Zaïma. La fellaha, c'est-à-dire la paysanne, était tout aussi attachante. La chanteuse impressionnée, la femme émouvée. Il faut aimer les deux pour pouvoir s'attacher à ses pas. Ce que vous dites, c'est ça l'identité. Oui, et j'ai eu la chance, pour réaliser ce livre, d'être aidée par Youssef Chahine, qui m'a guidée dans le grand réalisateur égyptien, qui m'a guidée dans mes recherches et mes rendez-vous au Caire. Et je voulais aussi signaler que c'était Dominique Baudis qui m'a donné cette très belle idée. Et quand j'ai été le rejoindre à Toulouse, ça a été mon travail toulousain, c'est-à-dire que j'avais été en Égypte, j'avais réuni une somme considérable de documents, j'avais ramené une caisse de documents et interviewé tous les gens qui encore l'avaient côtoyé.
Et je suis très fière parce que cette biographie donc a été nourrie du témoignage de gens qui l'ont connue. Et tout le côté légende qui était absolument extraordinaire la concernant, je l'ai récupéré pour en faire un personnage de fiction et qui est le fil conducteur de l'ouvrage. Et ce qui m'a rendu très fière, c'est que le Centre national de traduction égyptien l'a traduit, donc mon livre existe en arabe, ce dont je suis très fière, parce que quand même, Kalsoum appartient d'abord aux Égyptiens, donc je suis très fière d'avoir été admise dans ce cercle. En tout cas, il faut le rappeler, toute sa vie, effectivement, elle s'est battue pour son pays et pour l'aider à se relever, notamment suite à la défaite écrasante de la guerre des 6 jours. Elle décidera de partir en tournée dans le monde entier pour récolter des fonds et elle donnera le premier concert de sa vie en Occident, à savoir à Paris, en 1967. Pourquoi cette décision? Vous dites Paris sera la première bataille de son djihad. Isabelle Saya Bodis, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Concert Kalsoum qui s'était produite à l'Olympia à Paris pour la première fois de sa carrière. C'était en 1967, 5 mois après la guerre des 6 jours. Nous allons tout de suite rejoindre le standard de Sud Radio où Mathilde nous attend. Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour, merci de me recevoir sur votre émission que j'écoute tous les jours avec grand bonheur. Merci. Voilà, je voulais poser une question à votre invité. Je ne connais pas son livre, donc je ne l'ai pas lu. Eh bien, il faut le lire, il est très bien. Je vais le lire. Ouais. Justement, je voulais lui demander si elle précise dans son livre, bon, ça va peut-être un peu ternir la géographie Kalsoum, mais est-ce qu'elle dit dans son livre que Kalsoum était une antisémite notoire, mais bon, à l'époque en Égypte c'était sûrement une banalité, mais c'est surtout que comme on a dit tout à l'heure qu'elle a encouragé les soldats pendant les guerres de 67 et 73, est-ce qu'elle précise ce qu'elle chantait pour encourager ces soldats? Elle chantait Edbar El Yahoud, ou égorge les Juifs. Dans des poésies, si je puis dire, assez terribles, du style « égorge, égorge sans pitié, lance leur tête dans le désert, égorge tant que tu voudras, égorge tous les juifs et tu vaincras ». Ça, c'est des choses dont on ne parle pas de Kalsoum, alors que je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir. Alors Mathilde, elle va vous... Isabelle Saya va vous répondre. Écoutez, madame, moi je vous conseille de lire mon livre. Évidemment, quand il y a 2 pays en guerre, je pense que on choisit plutôt son pays d'origine. Ce que vous chantez, moi je ne le connais pas. Et je vous signale aussi que la communauté juive était très présente à son concert de l'Olympia, qui a une rue Kalsoum à Jérusalem. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Voilà. Et donc, et je vous invite à lire sa vie en général. Oui, Mathilde, simplement, je voulais vous dire aussi, moi je connais bien, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que les chants de guerre, effectivement, et ça peut aller très très loin, mais je crois que Kalsoum est vraiment transcende de très 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 loin cet aspect, et effectivement guerrier qui a pu exister partout. Voilà, je crois qu'on reprend peut-être oui, l'Olympia, merci à vous justement. Mathilde d'être intervenue sur Sud Radio. Alors revenons effectivement à ce récital unique qu'elle avait donné en 1967 à l'Olympia. C'était la première fois, Isabelle, qu'elle donnait un concert dans un pays occidental. Qu'est-ce qui l'a poussée à le faire précisément? C'était la première et la seule fois, c'est-à-dire qu'elle n'a chanté que dans le monde arabe. Là, si vous voulez, après la défaite... elle a de la guerre des 6 jours, ouais. Elle s'est battue pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Donc elle a fait une tournée dans le monde arabe et elle a rajouté Paris.
Alors Paris, si vous voulez, son attirance pour Paris était évidente parce que elle adorait le général de Gaulle, que son Pygmalion Ahmed Rami lui apprenait le français, qu'elle aimait la liberté et l'amour. Et effectivement, De Gaulle, je réagis à cela parce que dès qu'elle a mis un pied à Paris, la première chose qu'elle a faite, c'est d'écrire effectivement un télégramme à De Gaulle. Oui, Ouais. donc c'est pour vous dire combien elle se sentait forte et chef, puisqu'en arrivant dans un pays, elle écrivait au président de la République. Ouais. qui évidemment lui a répondu. Donc ça a été un concert phénoménal. Où Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, avait très peur parce que les billets n'avaient pas été achetés à l'avance, et qu'après il y a eu une foule phénoménale, qu'elle a demandé un cachet gigantesque. Oui, vous dites que c'est effectivement ce cachet, c'est le cachet le plus élevé de toute l'histoire du music-hall. Maria Callas, à l'époque, demandait 3 fois moins. Oui, mais si vous voulez, elle était pour renflouer les caisses de l'État, pour renflouer l'Égypte. Donc, et elle était... je sais pas, je crois que André était à ce concert. Non, malheureusement, je vais vous dire, mais je me rappelle très très bien, non, parce qu'il n'y avait plus de billets, tout était plein. Mais une chose, Isabelle, dont je me rappelle, c'est que ça a duré jusqu'à 4h du matin. Mais oui. Ils n'avaient jamais vu ça à l'Olympia. Non, ils n'avaient jamais vu ça. Avec 2 chansons, avec 2 chansons, oui, avec 2 chansons. C'est-à-dire que 2 chansons qui duraient. Voilà. Mais si vous voulez, c'était le concert. Le concert exceptionnel et qui les gens qui étaient racontent ça d'une façon magnifique. Tout à Alors fait. je sais qu'il y avait Maurice Béjart, il y avait Marie Laforêt, il y avait moi j'ai des gens amis qui étaient allés les gens qui étaient vous racontent ça d'une façon incroyable. Ouais. Et pour répondre à l'auditrice, je sais que la communauté juive était très présente aussi. Oui, je crois qu'il faut dire ça. Et évidemment qu'il y a eu des moments qui sont des moments d'ombre, mais il faut dire que quand même quelque chose qui est très important, c'est que vous aviez quelqu'un dans le monde arabe, et quelqu'un, elle n'était pas la seule, qui était à la fois femme, qui était chanteuse, qui était une immense chanteuse, et qui a représenté quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la mort, mais de l'ordre de la vie. Et je crois qu'il faut rappeler que c'est le plus important, ça. Oui, et rappeler que sa carrière a duré 50 ans, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Si je n'étais pas née pauvre, je ne serais rien, dira-t-elle un jour. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Isabelle Saya-Bodis. Toute sa vie, elle est restée une femme ordinaire. Elle n'a pas oublié le goût avilissant de la misère. Merci Isabelle Saya-Bodis d'être intervenue sur Sud Radio. Je rappelle donc que votre livre Kalsoum, l'étoile de l'Orient, est paru hier aux éditions Lithos. Oui, Isabelle, un dernier mot. Je voulais juste dire un dernier mot parce qu'on a balayé sa biographie, mais dans les superlatifs qu'on peut encore lui donner, c'est que 50 ans après sa mort, elle est toujours présente dans les ondes, dans les rues, dans les chœurs, dans les arts, chez les artistes. Elle est reprise par des grands artistes, que un grand cinéaste égyptien refait un film sur sa vie. Elle est toujours vivante. Et oui, elle inspire de nombreuses personnes, de nombreux artistes. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.